Adolf Hitler. Cet homme est l'architecte de l'un des plus grands désastres de l'histoire. Le dirigeant le plus photographié du début du XXe siècle. Il passait des heures devant le miroir pour s'entraîner à prendre la pose. Chaque photo était une performance. Il a été immortalisé dès son enfance, durant la guerre éclair. Il veut être en première ligne, il partage l'excitation générale, il veut sentir la poudre. Et jusque dans son bunker. Des images qui révèlent les secrets de la vie intime d'Hitler et de ses collaborateurs. Hitler débarque et dit à son peuple « Vous êtes important, j'ai un plan, je sais ce qui s'est mal passé et je peux tout réparer. » Au travers de clichés rares et numérisés récemment, voici l'histoire d'Adolf Hitler de l'ascension à la chute, image par image, photo par photo. Hitler s'est façonné une image de célébrité politique, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Jouer avec les médias, travailler son image publique. Le parallèle avec les tactiques des stars du cinéma et de la musique aujourd'hui est assez clair. Tout au long de sa carrière politique, Adolf Hitler n'a cessé de se présenter comme un bon Allemand et d'affirmer que, contrairement aux politiciens fourbes, il n'avait rien à cacher. Ce qui est hautement contestable. Aujourd'hui, les hommes politiques adorent puiser dans leur vie privée et leur intimité pour se construire une personnalité publique. Pour Hitler, bien sûr, ce serait assez délicat car sa vie privée est tout sauf normale. Sa vie privée compte deux grandes passions secrètes. Deux jeunes femmes dont la vie va s'achever dans la tragédie. À la fin des années 1920, à Munich, Heinrich Hoffmann, le photographe officiel d'Adolf Hitler, a pris une série de portraits d'une adolescente nommée Geli Raubal. Elle était extravertie et volubile. Elle aimait la vie. Elle voulait être musicienne ou chanteuse. Geli est la nièce d'Adolf Hitler, la fille de sa demi-sœur Angela. Son père décède quand elle est encore jeune, et Hitler devient son tuteur légal. En 1927, il lui suggère de quitter la maison de sa mère et de venir étudier à Munich. 2 ans plus tard, Geli emménage dans un grand appartement sur la Prinzregentenplatz, dans le centre de la ville, chez oncle Alf. Elle n'a que 19 ans. Et lui, il en a déjà 38. C'est un vieux célibataire. Il l'emmène partout. À des fêtes, aux réunions, au restaurant et à l'opéra. Hoffmann remarque que sous l'influence de Geli, Hitler commence à avoir une vie sociale. C'est un couple normal. Hoffmann raconte également qu'Hitler aime l'emmener en voiture, faire des pique-niques et visiter des endroits bucoliques dans les bois. En apparence, c'est une relation parfaitement normale et agréable. En 1929, l'année où Geli emménage dans son appartement, Hitler est à la tête du parti nazi depuis 8 ans. Il veille à maintenir le secret sur sa vie privée. Le monde extérieur sait très peu de choses sur Geli. Les deux amoureux vivent dans l'intimité de leur appartement. J'ai cru pendant longtemps qu'ils n'avaient eu aucune relation sexuelle et que cette relation était un mythe, une légende. Mais un jour, je suis tombée sur une lettre d'Ilse Hess, qui était une amie très proche d'Hitler. Elle racontait dans les années 1960 que Geli avait tout connu avec Hitler. Manifestement, elle évoquait le fait qu'Hitler avait eu une relation sexuelle avec Geli. Il semble également qu'elle ait eu une liaison avec Emil Morris, le chauffeur d'Hitler, ce qui a dû le rendre complètement fou. Leur relation était conflictuelle.
Disons qu'il la voyait un peu comme un maillon faible, parce qu'il ne pouvait pas la manipuler. Il ne pouvait contrôler ce qu'elle disait aux autres. Cette nièce lui semblait indomptable. Il y avait des conflits en permanence. Ils se disputaient pour un oui ou pour un non, et elle se sentait prise au piège. 18 septembre 1931. Geli se tire une balle dans sa chambre de la Prinzregentenplatz et se vide de son sang. Hitler est alors le chef du deuxième parti le plus important du Parlement allemand. Le suicide de Geli pourrait briser sa carrière. La presse, celle de gauche en particulier, ne lésine pas sur les rumeurs salaces selon lesquelles ils avaient une liaison et qu'elle était enceinte de lui. Ce n'est pas prouvé, mais cela n'empêche pas la presse de l'écrire. Hitler est donc profondément dans l'embarras. Nous sommes alors en 1931. À l'époque, il est l'homme le plus en vue du monde politique en Allemagne. Hitler est dans une très mauvaise passe. Le parti nazi soutient que la mort de Geli est un accident. La jeune fille aurait joué avec le revolver de son oncle. La police lance une enquête. Mais Hitler était à Nuremberg au moment de la mort de Geli, et la piste criminelle est écartée. Le scandale s'éteint tout seul. Hitler va faire de la chambre de Geli à Munich un sanctuaire. Le jour de l'anniversaire de sa mort, il dépose des fleurs devant un buste d'elle qu'il a fait sculpter. Heinrich Hoffmann dira plus tard que si Hitler avait épousé Geli, le cours de l'histoire en aurait été transformé. Hoffmann a estimé que si Hitler avait connu le bonheur conjugal, il aurait été entravé par Geli. Avec femme et enfants, plongé dans le quotidien de la vie de famille, il est possible qu'Hitler se serait montré moins entreprenant dans sa vie politique. Il n'aurait peut-être pas autant fait la guerre. D'ailleurs, comme le fait remarquer Hoffmann, ce sont ces aventures internationales, comme Hitler les appelle, qui vont le mener à sa perte. Pour Hitler et ses publicistes, la mort de Geli est une mise en garde. Il faut une image d'Hitler plus douce, parce que la mort de cette jeune fille risque de soulever des questions désagréables. Hitler doit apparaître comme digne de confiance. Une nouvelle image d'Hitler, décontractée et intime, est soigneusement cultivée dans des livres de photos aux titres évocateurs tels que « La jeunesse avec Hitler » et « Le Hitler que personne ne connaît ». La majeure partie des clichés a été prise par Hoffmann. L'album vide est vendu pour 1 Reichsmark. Il faut ensuite le remplir de photographies offertes gratuitement dans les paquets de cigarettes ou achetées dans les épiceries. Cette publication date de 1935. C'est un album de cartes de cigarettes intitulé Adolf Hitler. Les images ici, qui sont principalement des photographies, ont été sélectionnées par Hoffmann. Cet album appartenait à mon père, Karl-Heinz Rühl, né en 1927. Il l'a collectionné alors qu'il était dans les jeunesses hitlériennes en 1935. Et comme vous pouvez le constater, on peut voir tout le soin avec lequel mon père a collectionné et collé toutes ces images. Il s'agit d'un produit qui était destiné principalement aux jeunes. Mais les images sont très puissantes. Elles s'échangeaient dans les écoles, un peu comme des cartes de footballeurs aujourd'hui. Dans les années 1930, environ 1 milliard de ces images étaient en circulation en Allemagne pour 1 million d'albums comme celui-ci. C'était un des nombreux moyens par lesquels les nazis essayaient de véhiculer une image bien particulière d'Hitler. Mon père venait d'une famille de la petite bourgeoisie. Comme la plupart des gens de sa génération, il a été séduit par les nazis. Heureusement, après 1945, il a réalisé qu'il avait fait confiance à un ensorceleur, un destructeur et un dictateur raciste. Le Führer est présenté comme un célibataire, solitaire, entièrement dévoué à son peuple. Hitler tenait à être perçu publiquement comme un célibataire,
parce qu'il avait le sentiment qu'ainsi, toutes les femmes allemandes seraient attirées par lui. Et les archives regorgent de lettres d'amour d'Allemandes ordinaires, écrites à Hitler durant cette période. Ces lettres sont le fruit d'une volonté de sa part de se présenter comme un célibataire. C'est une image puissante qui fait de lui le meilleur parti du pays aux yeux de toutes les jeunes Allemandes. Rencontrer Hitler en chair et en os est un moment privilégié. Physiquement, l'un des traits distinctifs les plus importants d'Hitler est son regard. Les gens parlent souvent de ses yeux. Sur une photo en noir et blanc, ça ne se voit pas forcément. Mais sur une photo en couleur, ils apparaissent clairement. Les gens qui rencontraient Hitler étaient instantanément envoûtés, comme hypnotisés par son regard. Et c'est en grande partie dû à la couleur de ses yeux. L'un des rares portraits en couleur d'Hitler a été pris par le photographe Walter Frenz, un collaborateur de Leni Riefenstahl sur des films de propagande nazie tels que Le Triomphe de la volonté. Pour son travail en studio, Frenz utilisait parfois un appareil photo très apprécié par l'industrie de la publicité. Cette photo a été prise avec un appareil fascinant, un Bermpole. C'est un gros appareil en bois, sur pied. Il y a 3 plaques de couleur dans l'appareil en acajou, rouge, bleu et verte. Il est très sophistiqué. Moi qui ne suis pas un grand technicien, j'aurais été terrifié à l'idée d'utiliser cet appareil. La lumière entre par 3 chemins sur les 3 plaques différentes, rouge, bleu et verte. Elles sont envoyées dans un laboratoire pour reconstituer l'image. À l'époque, c'était assez expérimental. C'est comme ça qu'on produisait de la couleur. Aujourd'hui, avec les pellicules de type Kodachrome, tout est dans la pellicule, mais à cette époque, il fallait avoir 3 plaques couleur dans l'appareil et ensuite reconstruire l'image. La plupart des portraits montrent qu'il a le pouvoir. Celui-ci est un peu plus intime. Il ne regarde pas l'objectif. Et puis, il y a la qualité des couleurs. C'est une des meilleures photos couleurs de lui. On dirait presque un portrait contemporain. Je n'aurais pas été surpris si elle avait été prise la semaine dernière. Hitler attire les femmes. Et malgré le traumatisme de la mort de sa nièce Gélie, il souhaite lui aussi retrouver de la compagnie féminine. Évidemment, toute relation doit rester secrète. C'est une quête qu'il a poursuivie toute sa vie. Je pense qu'il avait besoin de compagnie féminine. Il ne recherche pas forcément une relation charnelle, ni même une idylle romantique, mais tout simplement la compagnie d'une femme. 6 mois après la mort de Gélie, Hitler s'intéresse à une jeune employée du studio de Hoffmann à Munich qu'il a rencontrée pour la première fois en octobre 1929. Eva Braun, 20 ans. La relation entre Adolf Hitler et Eva Braun a commencé en 1932. Seuls quelques intimes sont dans le secret. La jeune femme hérite du titre de secrétaire personnel. Le couple ne sera photographié publiquement ensemble qu'une seule fois. Une photo prise par Hoffmann aux Jeux Olympiques d'hiver de 1936. Eva est assise derrière le Führer. Elle n'est pas la première dame d'Allemagne. Elle se tient très en retrait. Il a capitalisé publiquement sur son image de célibataire et, en parallèle, dans sa vie privée, Eva Braun est toujours à son bras. Il a besoin de cet embryon de vie sentimentale, et elle est là pour le lui apporter. Avoir choisi Eva pour compagne trahit l'hypocrisie du discours nazi. Selon les nazis, la femme idéale ne boit pas d'alcool, ne fume pas de cigarettes, ne porte pas de maquillage, ni de parfum français. Mais Eva Braun fait tout cela. Certes, elle ne fume pas, mais elle adore le maquillage, elle porte des tenues très chères, elle fait la fête, elle mène une existence privilégiée. Elle est très gâtée par Hitler. Elle a tout ce qu'elle veut.
Eva est une passionnée de photographie. Elle prend des centaines de photos de ses amis, de sa famille et de son compagnon. Certaines montrent même le Führer portant des lunettes, une image que le peuple allemand ne doit jamais voir. Hitler ne veut pas laisser planer le moindre doute sur son physique et son image corporelle. Il sélectionne avec soin les photographies. Il choisit une à une, avec une intransigeance absolue, celles qui seront montrées au public. Tout signe de faiblesse est proscrit. Certains clichés moins intimes sont achetés par son patron Heinrich Hoffmann pour être imprimés dans la presse. Et Hitler fait en sorte qu'Eva dispose des appareils photo dernier cri. Elle utilise le meilleur matériel disponible à l'époque. Et elle a accès aux dernières technologies parce que son petit ami est à la tête du pays et que son patron est son photographe personnel. Les appareils qu'elle a à sa disposition sont à la pointe de la technologie. Sur des photographies apparues après la guerre, Eva Braun utilise une caméra 16 mm. Mais à l'époque, personne ne sait ce que deviennent les films qu'elle tourne. Des images qui pourraient être une mine d'informations sur Hitler. En 1972, Lutz Becker, un cinéaste, découvre que les films ont été saisis à la fin de la guerre par l'armée américaine et qu'ils ont été remis aux archives nationales des États-Unis. Remontant la piste, il atterrit dans un hangar près de Washington, D.C., dans une chambre forte contenant des films 16 mm non catalogués. Il commence à fouiller dans les vieilles boîtes, comme dans un film de cinéma. Ce sont des boîtes en ferraille rouillées, mises au rebut, et certaines ont des étiquettes allemandes. De la première boîte, il sort un bout de pellicule et le tient à la lumière. Et qui voit-il? Hitler, évidemment. Ce sont les films personnels d'Eva Braun et Becker vient de les retrouver. Il va les sauver de l'oubli, après des décennies passées dans la poussière de ce hangar. Pour la première fois, les films lèvent le voile sur le monde intime d'Hitler. Lutz Becker fait partie de l'équipe qui a réalisé Svastika, un documentaire dépeignant l'ascension d'Hitler au pouvoir. Les films personnels d'Eva Braun sont inclus dans le montage final du film, aux côtés d'images rares de la propagande nazie. La première du documentaire a lieu au Festival de Cannes en 1973. David Putnam, qui deviendra un producteur oscarisé, fait aussi partie de l'équipe du film. Je pensais qu'on aurait droit, durant la conférence de presse après la projection, à des protestations de spectateurs choqués. Comment avez-vous osé? On avait préparé notre réponse. Nous avons voulu montrer qu'une société pouvait être trompée si elle faisait confiance aux mauvaises personnes. Certains spectateurs n'ont pas aimé découvrir une facette d'Adolf Hitler qui leur était inconnue jusque-là. La réaction la plus forte s'est produite, et je trouve cela très intéressant, au moment où Hitler serre la main à un groupe de femmes. L'une d'elles est en pleurs, et il la réconforte en lui donnant une petite tape sur la joue. Quelqu'un dans le public a crié « Assassin! Assassin !» Je ne sais pas, c'était peut-être quelqu'un dont la vie avait été brisée ou un membre de la résistance, on ne peut pas savoir. Mais cette personne a craqué. Pourtant, l'objectif du film était de dire « Est-ce que vous réalisez qu'Hitler a réussi à se faire passer pour quelqu'un de sympathique, un brave type ?» Et là, vous retombez dans le panneau. Vous n'avez pas retenu la leçon. Le public de mon film était comme l'Allemagne à l'époque. Il s'est laissé emporter par cette démonstration d'empathie. Pour moi, ce jour-là, j'ai compris toute l'ironie de la situation. Personne ne m'a dit « Bien joué, c'est très malin ». Non, les gens n'ont pas supporté de voir ça. Les coussins ont volé vers l'écran et les 2 tiers des spectateurs sont sortis de la salle. Le public n'a pas du tout compris le film parce que je suis sûr que si vous regardez le reste du film, vous ne pouvez pas en conclure « Oh, Hitler était une bonne chose pour l'Allemagne, le nazisme, quelle idée géniale !» Franchement, la fin du film montre une nation détruite, absolument ravagée. Mais le public n'a pas eu le cran d'attendre.
Les projections à venir du film sont compromises. Les distributeurs nous ont lâchés. Nous avions soudain un film que plus personne ne voulait distribuer. Personne ne voulait d'émeutes dans les cinémas. En France, un groupe antifasciste a volé une copie du film et a déroulé les bobines pour les enrouler autour d'un monument aux victimes du nazisme. On a même retrouvé une bombe dans un cinéma qui projetait Svastika. Heureusement, elle n'a pas explosé. Ce qui est sûr, c'est que le documentaire a été très mal reçu. Si les films privés d'Eva Braun ont tant choqué le public dans les années 70, c'est parce qu'ils montrent Hitler faisant preuve d'affection. Ils révèlent également qu'il avait un cercle d'amis très intime. Hitler est censé s'entourer de gens, d'amis, d'hommes et de femmes qui l'aiment vraiment, qui sont convaincus par ses idées, qui le soutiennent et l'accompagnent. Mais l'idée que cet homme était un loup solitaire était beaucoup plus attrayante pour le peuple allemand après 1945. Diaboliser Hitler permettait de prendre facilement ses distances avec lui, de prendre ses distances avec le nazisme, ainsi qu'avec tous les crimes qui avaient été commis par les nazis. Ces films mettent à mal nos idées préconçues sur le Führer. Je vois Hitler comme un imposteur qui manque de confiance en lui, qui est hésitant, une personne qui a besoin de validation de la part des autres. Il compte sur son cercle d'intimes pour le rassurer sur son action et confirmer qu'il est un bon leader. Sans cet entourage, Hitler perdrait pied. Il n'a de chef que l'apparence. La différence entre le rôle qu'il tient sur scène et sa personnalité privée est immense. La plupart des films muets d'Eva Braun ont été tournés au milieu des années 1930 au Berghof, la retraite d'Hitler dans les Alpes bavaroises. Il a acheté la propriété avec une partie des royalties de la vente de Mein Kampf à la fin des années 20. Au début, la résidence est assez petite, comme de nombreuses maisons alpines situées sur l'Obersalzberg, mais Hitler fait réaliser tellement de travaux d'extension qu'au milieu des années 30, le Berghof est devenu un énorme complexe. Il possède des installations de défense militaire juste à côté. Ça devient un centre de commandement secondaire à partir du milieu des années 1930. Hitler préfère gouverner depuis le Berghof et y inviter ses homologues étrangers, comme le Premier ministre britannique Neville Chamberlain ou le duc de Windsor, qui deviendra brièvement le roi Édouard VIII. La duchesse déclarera plus tard qu'elle n'a pas pu quitter Hitler du regard, fascinée par sa remarquable force intérieure. Les prestigieux invités étrangers ne croisent jamais Eva Braun, et elle ne figure pas sur les photos officielles. Mais en coulisses, elle est un pilier de la maison Hitler. Elle est la princesse du Berghof. C'est elle qui décide qui est invité au dîner privé. Et tout le monde doit acquiescer. Personne n'ose contester son avis. Elle va d'ailleurs prendre de plus en plus d'importance au fil des années. Elle est vraiment au centre du petit cercle de l'Obersalzberg. Au Berghof, à la fin des années 1930, la vie d'Hitler et de son entourage suit un rituel bien établi, dicté par la routine quotidienne du Führer. Hitler a toujours mené une existence bohème. Il n'était pas ponctuel, et ce n'était pas non plus un travailleur acharné. Hitler aime se réveiller tard le matin et se lève parfois à midi. Cela signifie qu'aucun invité n'a le droit de prendre de bain le matin pour éviter que le bruit de l'eau dans les tuyaux ne le dérange. Il prend un petit déjeuner composé de 2 tasses de lait chaud, d'une dizaine de biscuits et d'une demi-tablette de chocolat avant de se rendre à ses premières réunions dans la grande salle avec ses conseillers et ses collaborateurs.
Le photographe Walter Frenz prend de nombreuses photos d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment au Berghof. Cette photo nous donne une bonne idée de la taille de la pièce, avec cette immense baie vitrée qui offre une vue panoramique sur les Alpes bavaroises. Durant l'été 1940, le Berghof est un haut lieu non seulement de la politique intérieure, mais aussi de la politique étrangère d'Hitler. Il semble ici assez détendu et s'adresse à ses proches conseillers qui sont debout et écoutent attentivement ce qu'il leur dit. De nombreux invités d'Hitler n'apprécient guère les grasses matinées de leur chef. Ses collaborateurs doivent sans cesse l'attendre. D'ailleurs, sur les photos d'Eva Braun, on voit son cercle rapproché qui discute en attendant qu'il arrive. Le déjeuner est assez simple, notamment parce qu'Hitler est lui-même végétarien. Il se contente souvent d'une assiette de légumes. Et il n'hésite pas à vanter les mérites du régime végétarien à son entourage. Après le déjeuner, Hitler s'offre une petite promenade. Dans les premières années au Berghof, il avait coutume de venir saluer la foule qui afflue à l'Obersalzberg pour apercevoir le Führer. C'est presque un pèlerinage. Les fidèles se massent le long des clôtures qui bordent son domaine, dans l'Obersalzberg, en espérant qu'Hitler va descendre les saluer, leur dire quelques mots ou caresser leurs enfants. Le soir, Hitler et son cercle intime regardent des films allemands ou des films étrangers, souvent inédits. Il adore les dessins animés et les films d'aventure d'Hollywood. Il ne se prive pas de commenter ce qu'il voit, ni de sortir de la salle si le film lui déplaît. Hitler dispose de sa propre suite au Berghof, à laquelle Eva Braun a un accès exclusif. La chambre d'Eva Braun avait la particularité d'avoir une porte qui communiquait avec les chambres d'Hitler, de sorte que le couple pouvait se voir en secret. Il n'existe aucun élément concret permettant de connaître la nature de leur relation et de savoir s'ils avaient une sexualité. C'était une relation cachée. Et là-bas, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient en secret. La sexualité d'Hitler est une des facettes de sa vie privée les plus âprement débattues par les historiens et même les psychanalystes. Je pense qu'il a eu du mal à avoir des relations amoureuses. Et il est probable qu'il ait eu des difficultés avec l'intimité sexuelle. En 2010, la découverte d'un rapport médical datant des années 1920 offre peut-être un indice sur la vie sexuelle d'Hitler. Après avoir été reconnu coupable de trahison à la suite de l'échec du putsch de la brasserie à Munich en 1923, Hitler est examiné par un médecin à la prison de Landsberg. Le rapport médical indique qu'Hitler souffre d'une malformation congénitale. Son testicule droit n'est pas descendu. Cette anomalie a peut-être influencé le rapport d'Hitler à la sexualité. Le problème n'est pas forcément sa capacité à avoir des rapports sexuels, mais plutôt l'image qu'il avait de lui-même et de ses imperfections. Cette théorie est aussi appuyée par le fait qu'Hitler ne voulait jamais se dévêtir, ni devant son propre médecin, ni en privé. Par exemple, sur les films où Eva Braun est en maillot de bain, Hitler reste en costume. Il est tout à fait concevable qu'il se soit vu comme quelqu'un de physiquement anormal. Le problème médical secret d'Hitler était peut-être déjà connu en Grande-Bretagne à l'époque. Il aurait inspiré une chanson paillarde, entonnée par les soldats britanniques en 1939, et assurant qu'Hitler n'avait qu'une boule.
Ce n'est peut-être qu'une coïncidence et une pure invention de la part des soldats, mais il est aussi possible, et même plus probable, que les services de renseignement britanniques aient appris de la part d'une taupe au sein du parti nazi qu'Hitler n'avait qu'un seul testicule. Ce n'était pas une information publique, mais elle était disponible dans le dossier médical de la prison. Un dossier qui a été largement consulté par des gens qui ont révélé par la suite l'information aux Britanniques. La chanson des soldats s'inscrivait donc dans le cadre d'une guerre de l'information, au cours de laquelle la propagande britannique fuitait des informations compromettantes. En 1936, à l'âge de 47 ans, Hitler semble de plus en plus obsédé par sa santé. Il souffre de fréquentes crampes d'estomac et d'eczéma ou de jambes. Hoffmann, son photographe, lui présente son propre médecin, Theodor Morell. Le docteur Morell est un personnage aussi fascinant que répugnant. On l'oublie souvent, mais c'est un des acteurs principaux du sinistre épisode du Troisième Reich. C'est un type plutôt corpulent, suant, au physique antipathique, et qui, en plus de tout ça, sent très fort la transpiration. Mais il va finir par toucher le gros lot en prenant comme patient celui qu'il appellera toujours le patient A. Et comme vous l'aurez deviné, le patient A n'est autre qu'Adolf Hitler. Hitler, dont l'aversion pour les examens médicaux est connue, apprécie les méthodes du docteur Morell. Pilules et piqûres. Le docteur Morell a tout prescrit à Hitler. Il lui a donné toute une gamme de vitamines qu'il avait lui-même développées, même si elles n'avaient strictement aucun effet. Il lui a donné de la pénicilline sous des formes expérimentales. Il lui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui du speed. Il lui a prescrit tous les médicaments possibles pour tous les symptômes qu'Hitler présentait, même imaginaires. Il a même créé certaines dépendances en essayant de combattre les effets secondaires de médicaments qu'il n'aurait jamais dû lui prescrire. Sur les photos officielles, la santé d'Hitler se détériore visiblement. Il ne faut pas se mentir. Au milieu des années 1940, grâce aux bons soins du docteur Morell, Hitler est devenu un camé. Les films privés d'Eva Braun donnent un aperçu de l'univers intime d'Hitler et de ceux qu'il considère comme ses amis. Ce que montrent ces films privés, ce sont des gens qui s'amusent et qui passent un bon moment. Personne ne s'attarderait sur ces films sans intérêt s'il ne s'agissait pas de ces personnes en particulier. Nous voyons des gens normaux qui font des choses normales. Tout cela montre bien que ce ne sont pas des monstres, mais des gens qui font des choses monstrueuses. Ce sont des gens éduqués qui s'habillent élégamment, dégustent des gâteaux, boivent du café et profitent de la vie. Et en même temps, ils s'attaquent aux Juifs. C'est en cela que c'est effrayant. Les proches d'Hitler, filmés par Eva Braun en train de se détendre au Berghof, sont pour la plupart coupables de crimes innommables. Heinrich Himmler est l'individu le plus étroitement associé à l'Holocauste. D'une part, il est le chef de la SS qui a été chargé de gérer les camps de travail et d'extermination. Et d'autre part, il supervise la création des Einsatzgruppen, les escadrons de la mort mobile, responsables d'environ un tiers des morts de l'Holocauste, en assassinant leurs victimes bien au-delà des limites des camps. En conclusion, Himmler est responsable du meurtre de plus de 6 millions de personnes. Martin Bormann a coordonné les travaux du Berghof et travaille comme secrétaire privé d'Hitler. C'est un rôle qui semble mineur, mais il devient crucial dans un cadre où les voix discordantes sont nombreuses. Ceux qui ont la chance de pouvoir parler au Führer disposent d'une influence considérable sur l'action politique de l'État nazi. Ainsi, les choix de Bormann, qui peut ou ne peut pas avoir accès à Hitler,
ont été déterminants dans la politique du Troisième Reich. Hitler compte sur lui parce que Bormann est un travailleur acharné. Et chaque fois qu'Hitler déclare quelque chose, je veux ci, je veux ça, c'est Bormann qui se charge de le mettre noir sur blanc et d'en faire un ordre du Führer. C'est comme ça que Bormann est devenu très puissant. Heydrich est directeur de l'Office central de la sûreté du Reich. Son rôle est de superviser les opérations de police et de sécurité dans l'Allemagne nazie. Il dirige aussi la tristement célèbre Gestapo. Heydrich préside également la conférence de Wannsee en 1942, où sera décidée la solution finale. Plusieurs plans sont envisagés au sujet de la déportation et de l'élimination des populations juives. Mais c'est à la conférence de Wannsee qu'il est décidé que le meurtre en masse de tous les juifs des territoires contrôlés par l'Allemagne nazie est la seule solution au problème. Karl Brandt, rival de Théodore Morel, est le médecin personnel d'Hitler. À partir de 1933, craignant une tentative d'assassinat, Hitler ne se déplace jamais sans lui, que ce soit en Allemagne ou à l'étranger. Brandt est le genre d'homme qu'Hitler adore, parce qu'il a l'air du parfait nazi. Lorsque la guerre va commencer, il va devenir petit à petit une sorte d'émissaire du Führer. Quand ce dernier ordonne qu'on élimine les personnes handicapées et malades, adultes comme enfants, c'est Brandt qui se charge d'administrer lui-même les premières injections létales. Mais de tous les membres du cercle d'Hitler, le plus proche est sans conteste l'architecte Albert Speer. Après la guerre, il a tenté de se faire passer pour un simple technocrate qui ne croyait en rien et ne savait rien. Mais tout au long de sa carrière, il a été lourdement impliqué dans la persécution des Juifs. Simple architecte au début, il a été chargé de construire la chancellerie du Reich. Il a également organisé les rassemblements du parti et il a participé à la construction du stade Olympia. Hitler se voit lui-même comme un architecte. Et donc, il considère Speer comme son alter ego. Il voit un peu de Speer en lui-même. Et les deux hommes sont très proches. Ils passent des heures au Berghof à regarder des maquettes avec Speer et à parler architecture. Hitler avait de grands projets pour Berlin qu'il voulait rebaptiser Germania. Et pour sa ville natale de Linz aussi. Il aimait imaginer à quoi ces villes pourraient ressembler. Le producteur David Putnam a eu l'occasion de dialoguer avec Albert Speer au début des années 1970. Lorsqu'il concevait Germania, le nouveau Berlin, il avait installé une vaste maquette dans le sous-sol de la chancellerie. Il m'a dit « J'avais l'habitude de dormir là-bas sur un lit de camp. Une nuit, j'étais endormi et j'ai été réveillé par quelqu'un qui était entré dans la pièce. Je pouvais voir le faisceau d'une lampe de poche. C'était Hitler en robe de chambre et il était penché avec sa torche, inspectant les rues, une à une. » Speer évoque avec Hitler les équipements et les matériaux nécessaires pour achever le nouveau Berlin. Hitler lui a dit « Speer, vous ne comprenez pas. Regardez, regardez. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire couler le béton. C'est ça, le rêve. C'est cette maquette que je voulais. » Et Speer m'a dit « C'est là que j'ai réalisé qu'Hitler vivait dans le fantasme. Il ne s'intéressait pas vraiment à la construction d'une nouvelle ville. Tout ce qui l'intéressait, c'était le processus de planification d'une nouvelle ville. » L'architecture est le seul passe-temps qui éveille l'intérêt d'Hitler. Pourtant, les photographies d'Hoffmann laisseraient penser que le Führer passe son temps libre à se rapprocher de la nature. En 1933, l'année où il devient chancelier, Time Magazine fait d'Hitler l'homme de l'année.
et la couverture reflète son amour du grand air. Graphiquement, ce n'est pas extraordinaire, mais ça donne une image de lui assez chaleureuse. Visiblement, le peintre a voulu représenter un homme sympathique qui se détend dans son jardin. Il y a même un chien fidèle en arrière-plan. Tout ce qu'il y a dans cette image dégage une sorte de simplicité, quelque chose de familier, presque respectable. Et ce, malgré l'uniforme. On dirait qu'il est sur une sorte de chaise de jardin. Quel est le message? Hitler est comme vous le week-end. Il se détend tranquillement dans son jardin. Hitler, le dictateur bucolique. Le temps passé dans son lieu de villégiature en montagne atteste de l'authenticité de l'amour très public d'Hitler pour la nature. Mais cette passion reste très politique. L'idéologie nazie n'a rien de nouveau. Je la vois plutôt comme une distorsion et une radicalisation extrême de nombreux éléments anciens de la culture allemande. Ce canon culturel s'articule notamment autour de la capacité supposée des Allemands à faire corps avec la nature et à tirer une force spirituelle de cette communion avec les éléments. C'est ce qu'Hitler met en scène devant la caméra. Et c'est ce que font des millions d'Allemands au quotidien. Durant le Troisième Reich, ils adorent se promener avec leur appareil photo et se constituer des albums souvenirs. Il existe des millions d'albums qui dépeignent ses balades du dimanche ou ses vacances étroitement modelées sur ce que fait Hitler. Ils communient avec la nature et avec leur fureur. Le musée de l'Holocauste à Washington présente une série de photographies prises par Karl Höcker, commandant en second du camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. Ces clichés sont fascinants parce que nous n'avons que très peu de photos d'Auschwitz. L'album photo documente une excursion qui s'est déroulée le 22 juillet 1944 à la Solarhütte, un lieu de villégiature en pleine nature destiné aux gardes d'Auschwitz pour les récompenser de leur dur labeur. Le bâtiment a été construit dans le style d'un chalet de la Forêt Noire, ce qui n'est pas sans importance. Il évoque l'image d'un paysage forestier idéal, typiquement allemand, avec son architecture caractéristique. La Solarhütte préfigure en quelque sorte le monde idéal que les nazis tentent de construire à l'Est. Karl Höcker a pris des photos d'un groupe d'auxiliaires féminines de la SS, spécialistes des télécommunications. Ces femmes estiment qu'en tant que bonnes nazies, elles ont le droit de profiter de la nature, comme leur fureur. On voit ces SS du réseau des camps d'Auschwitz se détendre pendant leur temps libre, parfois rejoints par des membres de leur famille. Les femmes sont dans des chaises longues, profitent du soleil, s'amusent. L'une des activités organisées est une dégustation de myrtilles. On cueille des baies dans la forêt autour de la Solarhütte, puis tout le monde s'assoit sur la terrasse pour manger. Et le concours consiste à terminer son bol de myrtilles en premier. L'une d'elles fait semblant de pleurer en retournant son bol. Si elle pleure, c'est parce qu'elle n'a plus de myrtilles. Et évidemment, c'est parfaitement odieux. Parce qu'elle fait semblant, comme si c'était un spectacle. Même en rêve, jamais les personnes qui étaient emprisonnées et envoyées dans les chambres à gaz n'auraient pensé remanger un jour des myrtilles. Il ne faut pas oublier le contexte sinistre. Nous sommes en 1944. Le camp d'extermination d'Auschwitz fonctionne à plein régime. Toute la région d'Auschwitz est recouverte d'une fine couche de poussière blanche, provenant de la fumée des fours crématoires, c'est-à-dire des restes humains. Et la SS organise son petit concours de myrtilles au milieu de cela. L'odeur aussi devait être insupportable. Pourtant,
Tout le monde s'amuse de manière ostentatoire et arrogante, en dépit des circonstances. Avec toute cette violence ambiante, ces vacances n'ont rien d'innocent. Elles se déroulent à l'ombre du plus grand génocide de toute l'humanité. Janvier 1945. 6 mois seulement après ces photos prises à Auschwitz, le camp est libéré. Plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants y ont trouvé la mort. Au mois d'avril suivant, le Berghof, le refuge bien-aimé d'Hitler, est bombardé par les Alliés. Les terrasses immortalisées sur les films d'Eva Braun sont détruites. La grande salle devient le lieu favori des soldats américains pour prendre des photos souvenirs. Cette salle dans laquelle opérait depuis 6 ans non pas Adolf, l'amoureux de la nature, mais Hitler, le chef de guerre forcené. Il a lui-même vécu une sorte de baptême du feu pendant la Grande Guerre. Et il a vu ça comme une épreuve qui l'a renforcé et qui lui a donné une mission dans la vie. Et il envisage la même chose pour le peuple allemand. Cette nouvelle guerre va endurcir les Allemands et façonner une nouvelle Allemagne plus forte, capable de diriger l'Europe. C'est le baptême du feu de l'Allemagne. Il se voit comme le grand maître du jeu, mais c'est faux. Il est complètement perdu.